Bonjour à tous et bienvenue dans les essentiels, ondes et signaux, caractériser les phénomènes ondulatoires. Dans une première partie, on s'intéressera aux caractéristiques des ondes en général, intensité, fréquence, période, longueur d'onde. Et spécifiquement pour les ondes sonores, nous parlerons d'intensité sonore, de niveau sonore et d'amplification ou d'atténuation. Dans une deuxième partie, nous verrons les propriétés des ondes avec l'effet Doppler, le phénomène de diffraction et le phénomène d'interférence. Systématiquement, nous analyserons les situations dans des cas simples et intuitifs, puis nous démontrerons les formules et enfin nous les appliquerons sur quelques exercices. Tout d'abord, on distinguera deux types d'ondes. Les ondes électromagnétiques, comme son nom l'indique, ce sont des variations de champs électriques couplées à des variations de champs magnétiques. On voit des champs E et B ici, et elles peuvent se propager dans le vide. Parmi les ondes électromagnétiques, il y a la lumière visible, et la majorité des ondes de cette famille ne sont pas perceptibles directement par l'être humain. On a donc les rayons gamma, rayons X, ultraviolets, infrarouges, ondes radio, caractérisées toutes par leur fréquence ou leur longueur d'onde. Et puis nous avons les ondes mécaniques dont fait partie le son, les vagues et qui ont besoin d'un support matériel pour se propager. Donc on voit ici une onde qui se propage dans un tuyau. On a ici le générateur de la perturbation qui oscille avec une certaine fréquence. Et on voit qu'en chaque point de l'espace, on a des oscillations à cette même fréquence. Si on fait arrêt sur image, on voit qu'on a alternance de zones de faible pression, de forte pression, faible pression, forte pression, et qu'on a donc une périodicité dans l'espace. Donc on commence par se mettre d'accord sur le vocabulaire qu'on va utiliser. L'onde, c'est la réalité physique, c'est ce qu'on va voir se propager. C'est la lumière visible, c'est un son par exemple. Le signal, c'est ce qu'on va observer grâce à un appareil de mesure. Par exemple, pour le son, on pourrait mettre un capteur de pression et on le met à un point fixe. Et sur ce point fixe, il va mesurer comment varie la pression au cours du temps. L'amplitude est liée à l'intensité sonore du son, si c'est fort ou faible, ou l'intensité de la lumière, si c'est fort ou faible. La fréquence, elle, c'est le nombre de répétitions de notre signal par seconde. Donc plus il y a de répétitions en une seconde, plus la fréquence est importante. Moins il y a de répétitions en une seconde, plus la fréquence est faible. En ordonnée, on a la grandeur mesurée par le capteur. En abscisse, on a le temps. Et donc ici, on voit qu'on a un grand nombre de variations sur une seconde. Ici, on en a moins, donc une fréquence plus petite. Les conséquences pour un son, si on a une fréquence importante, on aura un son aigu, et si on a une fréquence faible, on aura un son grave. Pour la lumière visible, avec une grande fréquence, on sera dans le domaine du violet, avec une faible fréquence, on sera dans le domaine du rouge. La fréquence est liée à la période. La période, c'est la durée du motif. C'est le temps que met notre grandeur pour revenir dans le même état, dans le même sens. Donc si on avait une zone de faible pression, et puis elle est passée par une zone de forte pression et à nouveau de faible pression, c'est le temps qu'on a mis pour revenir à une zone de faible pression au même point. Donc on se rend compte que plus la période est grande, plus la fréquence est petite. Et inversement, plus la période est petite, plus la fréquence est grande. Donc les deux grandeurs sont reliées par la fréquence, c'est l'inverse de la période, ou la période, c'est l'inverse de la fréquence. On note la fréquence en hertz et la période en secondes pour pouvoir passer de l'une à l'autre. Et on a les mêmes conséquences sur le son et sur la lumière visible. Le timbre, lui, sera lié à la forme du signal. On peut avoir un signal périodique avec des formes très très variées qui se répètent, avec exactement la même amplitude et la même période, ou des signaux avec des formes plus pures. Ici, on parle de signal sinusoïdal, mais s'il s'agit de sons, ces deux sons auront la même fréquence, la même période, la même amplitude, mais ne seront pas perçus de la même façon par une oreille. C'est simplement deux personnes ou deux instruments qui jouent la même note, donc même fréquence, même période, avec la même intensité sonore, même amplitude, et ça nous donne des voix et des sons différents.
Pour les ondes périodiques, celles qu'on observe ici, on observe une double périodicité. Ici, on ne s'est intéressé qu'aux variations de notre onde en un point particulier au cours du temps. Mais on a bien conscience que cette onde va se propager. Et lorsqu'elle va se propager, on va voir cette périodicité temporelle se répercuter dans l'espace. La double périodicité sera la périodicité temporelle dont on a parlé, la période grand T, et une périodicité spatiale lambda ou longueur d'onde. Donc on va observer une photographie de l'onde à l'instant T. Ici c'est l'instant initial, T égale 0. Et on va l'observer au cours du temps. Donc on va prendre plusieurs photographies à T1, à T2, à T3, etc. Et on va observer les vagues se propager selon la direction des X et en même temps se propager au cours du temps. Donc lorsqu'on observe une seule photographie, on fixe le temps à un instant donné et on observe donc ce qui se passe dans l'espace. On observe une périodicité puisqu'on a une répétition du même motif dans l'espace. Un phénomène de la vie réelle, les vagues sont toutes espacées de la même distance. Et on note cette distance lambda, c'est la longueur d'onde. Lorsqu'on observe l'évolution d'un même point, donc cette fois-ci on va se fixer dans l'espace et on va l'observer au cours du temps. On observe aussi une périodicité dans le temps. Ici ce point sur la vague est au point le plus haut et puis il va descendre et revenir au point le plus haut. Donc ceci est la différence entre ce temps T7 et ce temps T0. C'est une période temporelle. C'est le grand T dont on a parlé. Dans la vie réelle, je suis immobile en mer et je suis déplacé vers le haut et le bas par des vagues successives. Finalement, la matière, moi, ne se déplace pas lorsque l'onde se propage. C'est la perturbation qui se propage. La perturbation va atteindre différentes particules au cours du temps et chacune de ces particules atteintes va suivre le même mouvement, la même perturbation avec la même périodicité temporelle. Des définitions. La période temporelle T, c'est la plus petite durée pour que tous les points se retrouvent dans le même état vibratoire. On observe qu'à T0 et à T7, tous les points sont dans le même état. La période spatiale lambda est la plus petite distance entre deux points dans le même état vibratoire. On voit qu'ici, le point vert et le point rouge sont systématiquement dans le même état vibratoire. Simplement, la longueur d'onde, c'est la plus petite distance possible entre deux points dans le même état vibratoire. Si on considère la propagation de l'onde, depuis ce petit point bleu à l'instant T0, on observe que la perturbation se déplace au cours du temps et au bout d'une période temporelle, cette perturbation s'est déplacée justement de lambda, une longueur d'onde. Donc ça, c'est une définition de la longueur d'onde. La longueur d'onde, c'est la distance parcourue par l'onde en une période temporelle grand T. Et on l'écrit très simplement, c'est une relation entre distance, vitesse et temps. La longueur d'onde en mètres, c'est la vitesse de l'onde en mètres par seconde fois la période grand T en secondes. Et comme grand T c'est l'inverse de la fréquence, on peut écrire lambda égale C sur F avec F en Hertz. Pour les ondes sonores, on parlera de l'intensité sonore et du niveau sonore. L'intensité sonore, c'est la puissance sonore de la source divisée par la surface sur laquelle l'onde est propagée. La puissance de la source est en watts, la surface en mètres carrés et donc l'intensité sonore est en watts par mètre carré. On observe ici que depuis une source sonore ponctuelle, l'onde sonore se propage dans les 3 dimensions de l'espace sur des sphères de plus en plus grandes. Ainsi, l'intensité sonore diminue à mesure que l'on s'éloigne de la source. Et ça, simplement, c'est lié à des facteurs géométriques. C'est ce qu'on appelle l'atténuation sonore par dilution sphérique. On a l'outil niveau sonore, L, qui vient de level en anglais, en décibels. L, le niveau sonore en décibels, est égal à 10 fois log de I sur I0.
I étant l'intensité sonore et I0 une intensité sonore de référence qui nous sera donnée dans les énoncés. I0, notre seuil d'audibilité, est noté ici à 10 puissance moins 12 watts par mètre carré. Ça correspond donc au niveau sonore 0. En appliquant la formule, une conversation normale à 10-6 watts par mètre carré. Donc je fais 10-6 divisé par 10-12, j'obtiens 10 puissance 6 ici. Le log de 10 puissance 6, c'est 6. Multiplié par 10, ça me fait un niveau sonore de 60 décibels. Et je saurais trouver la formule inverse, connaissant le niveau sonore L, retrouver l'intensité sonore I. Un petit exercice pour appliquer cette formule. On place deux chanteurs à même distance d'un récepteur et d'intensité sonore I égale 10 puissance moins 5 watts par mètre carré pour chaque chanteur. Donc on n'a qu'un seul récepteur et deux chanteurs. Le niveau sonore sera-t-il doublé? Ce qu'on additionne ici dans les exercices, ce sont les intensités sonores. Et ensuite, on calcule le niveau sonore. Pour un chanteur, on applique la formule L égale 10 fois log de 10-5 divisé par 10-12 et on trouve 70 décibels. Pour deux chanteurs, on a donc deux fois cette intensité sonore, 2 fois 10-5 watts par mètre carré. Lorsqu'on applique la formule, le nouveau niveau sonore L' devient 73 décibels. On n'a donc pas doublé le niveau sonore. Enfin, on peut définir l'atténuation ou l'amplification qu'on notera grand A en décibels. C'est la différence entre le niveau sonore de sortie et le niveau sonore d'entrée, où on peut aussi écrire 10 log 2, l'intensité de sortie, divisé par l'intensité d'entrée. Ces deux formules sont strictement équivalentes. Et si A est négatif, c'est qu'on a une atténuation. Un exercice pour appliquer cette formule, lors d'un concert en plein air, le niveau sonore à 1 mètre des haut-parleurs est 110 décibels. On suppose celui-ci identique, quelle que soit la fréquence. Dilution sphérique et absorption. En l'absence d'absorption, le niveau sonore L décroît par dilution sphérique et on nous donne une formule. L égale le niveau sonore à 1 mètre moins 20 log de D sur D0. L, c'est le niveau sonore. L à 1 mètre, c'est le niveau d'intensité sonore à 1 mètre. D, c'est notre distance. Et D0, c'est la distance de référence qu'on a prise égale à 1 mètre. À cela s'ajoute l'atténuation par absorption qui est proportionnelle à la distance. Le coefficient de proportionnalité noté alpha dépend de la fréquence. Et on nous donne donc des coefficients d'atténuation par absorption pour différentes fréquences. On nous demande de calculer le niveau puis l'intensité sonore entendue à 10 mètres pour un son de fréquence 125 Hz. 125 on a ici. On va d'abord calculer le niveau sonore après dilution sphérique. Tous les sons étaient de 110 décibels à 1 mètre. On applique cette formule. L égale 110 moins log 2 10 puisqu'on est à 10 mètres divisé par 1. On trouve 90 décibels à 10 mètres des haut-parleurs. On ajoute l'atténuation par absorption. À 120 décibels, on a un coefficient d'absorption qui est de moins 0,45 décibels par kilomètre. Donc on va appliquer cette formule ici. Au bout de 10 mètres, c'est-à-dire 0,010 km, on a un alpha qui est de moins 0,45 fois 10 moins 2 décibels. Alors le coefficient qu'on a trouvé ici, c'est le niveau sonore de sortie moins le niveau sonore d'entrée. Donc je peux trouver le niveau sonore de sortie, c'est le niveau sonore d'entrée, les 90 décibels que j'avais, moins 4,5 fois 10 puissance moins 3 décibels, ce que j'ai trouvé comme atténuation pour 10 mètres. Et je me rends compte ici que l'atténuation par absorption est négligeable pour des fréquences de 125 Hz et sur une distance de 10 mètres. On passe aux propriétés des ondes et on commence par l'effet Doppler. L'effet Doppler, c'est le décalage en fréquence observé lorsqu'un récepteur est en mouvement relatif par rapport à l'émetteur. Et on va l'analyser sur quelques exemples. Par exemple, je suis à la plage et il y a des vagues. Donc l'émetteur, c'est l'émetteur des vagues.
Mettons, c'est le vent ou quelque chose qui justifie qu'il y ait des vagues. Le récepteur, c'est moi. Si je suis immobile, je reçois les vagues exactement à la même fréquence que les vagues sont émises. Si en revanche, je cours vers les vagues, à ce moment-là, je serai heurté par les vagues à une fréquence beaucoup plus importante que si j'étais immobile. Et c'est là qu'on comprend que la fréquence perçue est supérieure à la fréquence émise. Si à l'inverse, je veux sortir de l'eau et je cours dans le sens de propagation des vagues, à ce moment-là, je peux sortir sans être touché par une seule vague. C'est-à-dire que ma fréquence perçue des vagues sera plus petite que la fréquence réellement émise. Donc on a effectivement ici un décalage en fréquence observée à cause du mouvement relatif du récepteur par rapport à l'émetteur. Deux autres exemples, lorsque j'ai un émetteur en mouvement et que le récepteur est fixe, moi, si j'ai une voiture qui passe et qui éventuellement klaxonne, le son perçu sera modifié lorsque la voiture se rapproche et lorsque la voiture s'éloigne. Quand on réalise le bruitage d'une voiture qui passe très vite, donc on analyse. Le son perçu lorsque la voiture se rapproche paraît plus aigu et lorsque la voiture s'éloigne paraît plus grave. On retrouve bien le résultat de tout à l'heure. Et un dernier exemple, c'est sur la lumière. Lorsque des étoiles sont en mouvement par rapport à un récepteur qui est immobile, la Terre, si l'étoile s'éloigne de la Terre, on va observer sur son spectre un décalage des longueurs d'onde vers le rouge. Pour la lumière, nos références, c'est le rouge à 800 nanomètres et le bleu à 400 nanomètres. Si j'ai un décalage vers le rouge, c'est que je me déplace vers les grandes longueurs d'onde. Lambda perçu est plus grand que lambda émis. Mais lambda, je sais que c'est C sur F. Ça veut dire que si mon lambda perçu est plus grand que mon lambda émis, c'est que la fréquence perçue est plus petite que la fréquence émise. Et inversement, si l'étoile se rapproche, j'aurai un décalage sur son spectre vers le bleu, vers les petites longueurs d'onde et donc vers les grandes fréquences. On va généraliser ces résultats. Lorsque l'émetteur et le récepteur se rapprochent, la fréquence perçue est supérieure à la fréquence émise. Et lorsque l'émetteur et le récepteur s'éloignent, la fréquence perçue est inférieure à la fréquence émise. On va établir l'expression du décalage Doppler delta F, la différence entre la fréquence perçue et la fréquence émise. Et on va raisonner sur la notion de longueur d'onde lambda. On imagine tout d'abord que la source est immobile et qu'un maximum de l'onde est émis à l'instant 0. On va imaginer que ces cercles qu'on observe, ce sont des maximums de l'onde. Lorsque le maximum suivant est émis, le premier maximum s'est éloigné de lambda égale c, la vitesse de l'onde, fois t, la période temporelle. Et c'est ce que perçoivent A et B immobiles. On a ici lambda émis qui est égal au lambda reçu, fréquence émise égale fréquence reçue. Maintenant, imaginons que la source est en mouvement à la vitesse v. On va analyser le problème du point de vue de deux observateurs, du point de vue de B et du point de vue de A. Pour B, la source va se rapprocher et pour A, la source va s'éloigner. Du point de vue de B, entre l'émission du premier maximum à l'instant t égale 0 et l'émission du maximum suivant à l'instant t, le premier maximum, celui-ci, s'est déplacé de c fois t et s'est déplacé à la vitesse de l'onde. Le camion, lui, se déplace de v fois t et donc c'est à cet endroit-là que sera émis le maximum suivant. Donc la longueur d'onde perçue ici, le lambda, c'est simplement c fois t moins v fois t. Et on peut écrire lambda perçu égale t facteur de c moins v. Si on veut l'exprimer en fréquence, on a la fréquence qui est c sur lambda. J'écris c divisé par t fois c moins v. Et 1 sur t, ici, c'est simplement la fréquence émise. Donc la fréquence perçue est égale à la fréquence émise fois 1 divisé par 1 moins v sur c. La vitesse de l'émetteur est inférieure à la vitesse de l'onde, donc v sur c est inférieur à 1. 1 moins quelque chose d'inférieur à 1, mais c'est aussi inférieur à 1. Et l'inverse
de quelque chose d'inférieur à 1, c'est supérieur à 1. Donc tout ceci est supérieur à 1, ce qui signifie que la fréquence perçue est supérieure à la fréquence émise. Il faut savoir retrouver cette formule. On analyse maintenant la situation pour A. Donc la source se trouve ici à t égale 0 et va se déplacer vers la droite, tandis que l'observateur A reste à gauche. Donc à t égale 0, le premier maximum est émis et il va parcourir c fois t vers le récepteur, pendant que la source, elle, parcourt v fois t dans l'autre sens. Et c'est à ce moment-là, à l'endroit où se trouve la source, que le maximum suivant est émis. Alors deux maximums successifs sont séparés de c fois t plus v fois t, on mettait en facteur, et la longueur d'onde perçue, c'était facteur de c plus v. On exprime la fréquence, c'est C sur lambda. On voit apparaître 1 sur T qui est la fréquence émise. Et donc la fréquence perçue, c'est la fréquence émise fois 1 divisé par 1 plus V sur C. V sur C, c'est positif. Donc 1 plus V sur C, c'est supérieur à 1. Donc l'inverse, 1 sur 1 plus V plus C, est inférieur à 1. On a donc bien la fréquence perçue qui est inférieure à la fréquence émise lorsque le récepteur et la source s'éloignent. Cette formule est à savoir retrouver. Appliquons l'effet Doppler sur un petit exercice. Un hélicoptère émet un son de fréquence 810 Hz. Un observateur immobile au sol entend un son de fréquence F1 1 kHz. Précisez si l'hélicoptère s'approche ou s'éloigne de l'observateur. En utilisant une des deux formules démontrées précédemment, calculez la vitesse de l'hélicoptère. On nous donne la vitesse du son, 340 mètres par seconde dans l'air, la vitesse de la lumière, 3,0 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. Ce sont des valeurs que vous devez connaître. La fréquence perçue, c'est 1000 Hz. Elle est supérieure à la fréquence de l'hélicoptère, donc l'hélicoptère se rapproche. On utilise donc la première formule qui correspond à la situation où la source et le récepteur se rapprochent. F1 égale F0 fois 1 sur 1 moins V sur C. On connaissait la vitesse de l'onde, c'est la vitesse du son, et on cherche V, la vitesse de l'hélicoptère. On va donc chercher à isoler V. F1 divisé par F0 est égal à ça. Ensuite, on passe à l'inverse. F0 divisé par F1 est égal à ce que j'ai en dessous, 1 moins V sur C. Je cherche toujours à isoler V. Donc, V sur C égale 1 moins F0 sur F1. Et enfin, V égale C fois 1 moins F0 sur F1. On réalise l'application numérique et on trouve 230 km par heure. Une remarque, les formules précédentes ne sont valables que lorsque la direction de la vitesse relative de l'observateur et l'émetteur est selon l'axe observateur-émetteur. Pour les autres cas, la formule du décalage Doppler sera donnée. Par exemple, ici, la vitesse de la voiture est dirigée selon la ligne droite de la route. En revanche, le radar est orienté, lui, avec un certain angle par rapport à cette route. Le phénomène de diffraction est un phénomène propre à toutes les ondes. C'est l'étalement des directions de propagation d'une onde lorsqu'elle rencontre un obstacle ou une ouverture de dimension A petite devant la longueur d'onde lambda. C'est ce qu'on observe dans les ports. On a les vagues qui arrivent avec une seule direction de propagation, une longueur d'onde, et lorsqu'elles traversent une ouverture petite, on voit que les directions de propagation sont beaucoup plus variées et on observe un angle θ caractéristique de la diffraction. Θ est égal au lambda, la longueur d'onde en mètres, divisé par A, la dimension de l'obstacle ou de l'ouverture en mètres. Et on a donc l'angle en radians. L'onde diffractée a la même période, même fréquence, même longueur d'onde que l'onde qui arrive sur l'obstacle. La diffraction de Fraunhofer avec des ondes lumineuses monochromatiques. Monochromatique, une seule longueur d'onde. On a une source de lumière, ici un rayon laser, qui traverse une ouverture de dimension petite, une fente verticale de largeur A, et on a l'étalement
des directions de propagation ici en sortie de fente. On observe la figure de diffraction sur un écran. Cet écran est placé à une distance grand D de la fente de dimension A. On observe que la figure de diffraction sur l'écran présente une tache centrale 2 fois plus grande que les autres taches de chaque côté. Et l'angle θ, notre écart angulaire, c'est l'angle que fait la direction de propagation avec le milieu de notre première extinction. Donc ici, on a beaucoup de lumière, une extinction, lumière, une extinction, lumière. Ici, pour trouver l'angle θ, je peux faire la tangente. La tangente dans ce triangle qui est un triangle rectangle, c'est le côté opposé, L sur 2, divisé par le côté adjacent. Ici, grand D. Et je sais aussi que pour les petits angles, ici pour des petits angles, il faudra prendre une distance grand D très grande devant la distance L sur 2. Alors pour des petits angles, j'ai tangente θ qui est presque égale à θ. Donc je l'écris, θ est égal à L sur 2D. Et j'avais la relation précédemment, θ égale lambda sur A. Lorsque j'identifie ces deux relations, j'ai L sur 2D qui est égal à lambda sur A. J'en déduis que L, la largeur de ma tache centrale de diffraction, est égale à 2 lambda D sur A. Plus ma distance D est importante, plus ma tache centrale de diffraction sera grande. Plus ma longueur d'onde est importante, c'est-à-dire pour le rouge, plus ma tache centrale sera grande. Et plus la taille de ma fente sera petite, plus ma tache centrale sera grande. On voit ici que la largeur de la tache de diffraction dépend de la longueur d'onde. Donc si on est en lumière blanche ici, on va avoir superposition de toutes les couleurs allant du bleu au rouge et donc on aura superposition de figures de diffraction ici qui ne sont pas les mêmes en fonction des couleurs. Et finalement, on va observer une figure de diffraction avec des irisations. Quelques intérêts et inconvénients du phénomène de diffraction. Un intérêt, grâce au phénomène de diffraction, on va pouvoir créer deux sources de même fréquence qui peuvent interférer. Un des inconvénients du phénomène de diffraction est qu'il limite les observations optiques. L'image d'un point est une tache dont la taille dépend de la taille de l'ouverture. Un petit exercice. Une fente verticale de largeur 35 micromètres est éclairée par un laser rouge. Le profil en intensité de la figure de diffraction est obtenu à une distance d égale 1,10 m de la fente. Déterminer précisément la largeur L de la tache centrale de diffraction, en déduire la valeur de la longueur d'onde lambda du laser. Donc si je veux faire une détermination précise, dans un cas pratique, on mesurait la distance correspondant au plus grand nombre de taches. Donc ici j'ai L sur 2, L sur 2, L sur 2, L sur 2. J'ai ici 1, 2, 3, 4 L sur 2 et pareil de l'autre côté, ce qui correspond à une longueur de 4 L pour passer de moins 8 à plus 8. Donc 4L égale 16 cm et on trouvait L égale 4 cm. En déduire la valeur de la longueur d'onde lambda du laser. Pour une distance D qui est de 1,10 m, qui est donc très supérieure à grand L 4 cm, on peut utiliser notre relation L égale 2 lambda D sur A. Je cherche lambda, c'est donc égal à L fois A divisé par 2D. Dans l'application numérique, je fais très attention aux unités. L est en centimètres, je le convertis en mètres. A est en micromètres, je le convertis en mètres. Et D est en mètres, je le laisse ainsi. J'obtiens donc 6,4 fois 10-7 mètres. La longueur d'onde du laser est de 640 nanomètres. Cela correspond bien à une couleur rouge. Terminons avec le phénomène d'interférence. Le phénomène d'interférence, c'est l'augmentation ou la diminution, voire l'annulation d'un signal lorsque deux ondes se superposent. Basiquement, bruit plus bruit, ça peut faire plus de bruit, moins de bruit ou pas du tout de bruit. Lumière plus lumière, ça peut faire plus de lumière, moins de lumière ou l'obscurité. Donc deux ondes peuvent interférer si elles proviennent de deux sources qui ont même fréquence, donc même période et même longueur d'onde, et qui sont cohérentes entre elles pour les ondes lumineuses. En pratique, on utilisera la lumière d'une seule source
que l'on va diffracter par deux fentes pour créer deux sources secondaires de même fréquence que la source et cohérentes. Ici, par exemple, c'est ce qu'on va faire pour les ondes lumineuses. On a une source primaire S et on va avoir deux fentes qui vont créer donc deux sources secondaires S1 et S2 issues de la même source. Sur la zone d'interférence observée, si les ondes arrivent en phase, arrivent exactement ensemble, alors l'amplitude de notre signal final sera doublée. On parle d'interférence constructive. Si les ondes arrivent en opposition de phase, alors quand on additionne ces deux ondes, l'amplitude est nulle. On parle d'interférence destructive. Et on a bien sûr une infinité de possibilités entre ces deux interférences extrêmes. On va analyser ceci sur 3 exemples pour trouver une formule générale. En imaginant S1 et S2 qui sont des sources initialement en phase. On voit qu'elles commencent ensemble. Ici, on est au maximum pour les deux, ici, on est au maximum pour les deux. Et on va observer l'interférence au point P. Au point P, on observe que les deux ondes issues de S1 et S2 arrivent ensemble, en phase. On aura donc une interférence constructive. En ce point ici, je suis au maximum pour le signal provenant de S1 et je suis au maximum pour le signal provenant de S2. L'interférence est constructive. Et ici, je suis au maximum pour le signal provenant de S1 et je suis au minimum pour le signal provenant de S2. L'interférence sera ici destructive. On va calculer la différence de marche entre les deux ondes qui arrivent au point P. Et on va les calculer en nombre de longueurs d'onde. Ici, j'ai donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et demi longueurs d'onde. Et ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et demi longueurs d'onde. La différence entre les deux me fait un nombre de longueurs d'onde entier. Si je fais la même chose ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6 longueurs d'onde pour S1P et pour S2P, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 longueurs d'onde. Ma différence de longueur d'onde est encore un nombre entier. Et lorsque je fais le calcul ici, j'obtiens 6 lambda pour S1P et 7,5 lambda pour S2P. Donc j'ai un nombre demi-entier de longueur d'onde et l'interférence est destructive. On va donc généraliser. On appellera différence de chemin optique le delta, la différence entre S1P, le chemin parcouru par l'onde provenant de S1, et S2P, le chemin parcouru par l'onde provenant de S2 pour arriver en P. Si cette différence de chemin optique est égale à K lambda, un nombre entier de longueur d'onde, alors l'interférence est constructive. Et si la différence de chemin optique est égale à K plus 1/2, un nombre entier plus la moitié d'une longueur d'onde, alors l'interférence est destructive. On voit parfois l'écriture 2K plus 1 sur 2 fois lambda, c'est exactement similaire. On va imaginer ce qui se passe sur un écran lorsqu'on a deux ondes provenant de deux sources de même fréquence et cohérentes qui interfèrent en un point de l'écran. Donc on nous donne une expression de la différence de chemin optique, delta égale AX sur D. Delta, c'est la différence de chemin optique entre S1P et S2P. A, c'est la distance qui sépare les sources. X, c'est la coordonnée sur laquelle on observe un point de l'écran. Et grand D, c'est la distance entre l'écran et les sources. Si delta, ma différence de chemin optique, est égale à 0, par exemple, en ce point de x égale 0, on a S1P ici qui est égal à S2P. La différence de chemin optique est nulle. Alors, l'interférence est constructive et j'observerai en ce point de la lumière. Pour une différence de chemin optique de 0,5 lambda, alors x est égal à 0,5 lambda fois d divisé par a. Je retournais la formule. Et à cet endroit-là, l'interférence est destructive. J'observerai donc une zone d'obscurité. Pour delta égale lambda,
c'est-à-dire pour x égale lambda d sur a, j'ai à nouveau une interférence constructive et j'observe de la lumière. Et si je continue comme ça, je me rends compte que j'ai une figure répétitive de zones de lumière, obscurité, lumière, obscurité, lumière, etc. Donc la distance qui va séparer deux franges d'interférence, soit deux franges lumineuses, soit deux franges obscures, c'est ce qu'on appelle l'interfrange. Donc voici ce qu'on observe en pratique. On a la figure de diffraction qu'on obtenait précédemment avec la tâche centrale et des tâches secondaires. Et à l'intérieur, on voit apparaître des franges d'interférence. Donc si je cherche l'interfrange, une expression de l'interfrange, finalement, c'est la distance entre x égale 0 et x égale lambda d sur a. Donc je peux trouver que l'interfrange est égale à lambda d sur a. Et ce sera aussi la distance entre x égale 0,5 lambda d sur a et x égale 1,5 lambda d sur a. J'obtiendrai aussi lambda d sur a qui les sépare. Et il faut savoir le démontrer ou l'expliquer. Pour trouver une valeur d'interfrange en pratique, on va prendre la distance correspondant à un grand nombre d'interfranges et diviser. Une remarque, on peut nous guider à retrouver la relation différence de chemin optique ou différence de marche égale à x sur d. On utilisera les deux triangles rectangles que j'ai surlignés et d'après Pythagore, on exprimera que S1P au carré est égal à cette distance-là au carré, c'est-à-dire d au carré, plus cette distance x plus a sur 2 au carré. De la même façon, S2P au carré est égal à d au carré plus x moins a sur 2 au carré. Pour des valeurs alpha petites, 1 plus alpha à la puissance 1/2 est égal à 1 plus alpha sur 2. Avec cette approximation, on va simplifier les expressions de S1P et S2P. Comme S1P, c'est la racine carrée de tout ceci, qu'on peut sortir D, on fait apparaître 1 plus quelque chose de petit à la puissance 1/2, puisque c'est une racine. On va donc pouvoir écrire que S1P est égal à D, facteur de 1 plus 1/2 de tout ceci. Quand on développe, on a D facteur de 1 plus 1 sur 2D carré, facteur de x carré, plus AX, plus A sur 2 au carré. Et on fait la même chose pour S2P. À ce moment-là, on veut la différence de chemin optique. On va vouloir S1P moins S2P. Et donc, quand je fais ceci moins cela, tous les termes en rose vont s'éliminer. 1 moins 1, ça s'en va. Le x carré moins x carré s'en va. Et le a sur 2 au carré moins a sur 2 au carré s'en va. Il nous reste donc des facteurs de 1 sur 2d carré fois ax moins ax. Donc on voit apparaître ici un 2ax et on a des simplifications qui apparaissent. Donc le d s'élimine avec 1 dd au carré, les 2 s'éliminent ici et il nous reste delta, différence de chemin optique, égale ax sur d. Un exercice pour finir, c'est un extrait du bac 2022 Asie jour 1. On réalise l'expérience des trous Young. S1 et S2 sont ici les trous Young. B est la distance entre les trous Young. D est la distance entre le plan des deux trous Young et l'écran. M est le point de l'écran où on observe les interférences. Et on nous dit que la distance D est très supérieure à la distance petit b. On nous montre la figure d'interférence obtenue avec deux trous Young. Donc ici, ce sont des trous sphériques. Ce ne sont plus exactement des fentes verticales. Et on a bien deux sources cohérentes parce qu'issues de la même lumière laser initiale. Donc on nous donne D égale 119,0 plus ou moins 0,5 cm et B égale 2,0 fois 10 moins 4 plus ou moins 0,1 fois 10 moins 4 mètres. On nous donne la courbe représentant les variations d'intensité lumineuse pour la figure d'interférence de l'expérience de Young. On nous demande mesurer précisément l'interfrange I. À l'aide de l'expression I égale lambda D sur B, trouvez la valeur de la longueur d'onde du laser utilisé.
Donc tout d'abord, pour mesurer précisément I, je choisis 2 points qui sont faciles à mesurer sur cette courbe. Et je vais compter le nombre d'interfranges que j'ai entre ces 2 points. Ici, ce sont des zones sombres a priori. Entre une zone sombre et la suivante, j'ai un interfrange, 2 interfranges, 3 interfranges, 4 interfranges, 5 interfranges, et bien 5 I ici. J'aurais pu le prendre là aussi. Un maximum et un maximum, et j'aurais eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On mesure donc 5 I qui correspond à 20 mm. On est en millimètres ici. Et donc, I est égal à 4,0 mm. On utilise la formule donnée pour trouver lambda, la longueur d'onde du laser utilisé. Lambda égale I fois B divisé par D. On applique en faisant attention aux unités. I doit être en mètres, donc on a 4 10 moins 3 mètres. B doit être en mètres aussi, il était donné en mètres. 2,010 moins 4 mètres. D doit être en mètres. Il était donné en centimètres, donc 119,0 fois 10 moins 2. Et on trouve 6,7 fois 10 moins 7 mètres, soit 670 nanomètres. Le laser utilisé est un laser rouge. Merci.